Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Quel plaisir de me connecter avec vous chaque semaine. Un grand merci à vous de suivre ces rencontres et échanges locaux. En toile de fond du podcast, une vraie envie de partage, d'esprit positif, de créer un média bienveillant, sans oublier la volonté de promotion des petits entrepreneurs francophones de la région. On me demande souvent pourquoi, mais a-t-on conscience du challenge que c'est de monter son entreprise hors de chez soi, sans réseau, sans sa bonne réputation, sans les codes, sans certitude ? Je trouve que ça mérite bien un coup de pouce de communication. On entend aussi dans le podcast la liberté que cela donne de repartir à zéro, de se réinventer, faire ce qu'on veut comme on aime. En toile de fond aussi, l'expression du souhait de trouver un endroit francophile à Zurich pour des rencontres ou activités. Aujourd'hui, je tends le micro à une jeune femme qui se définit aussi par le partage, une entrepreneuse en produits de bouche à la française et qui rêve aussi d'un lieu physique de rencontre autour de l'art de vivre à la française. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vous présente la bonne énergie et la voix d'Élodie Dénial-Giraudon qui est derrière Chou, etc. Bonjour Élodie. Bonjour Jenny. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et qui tu étais en France, ce que tu faisais ? Qui j'étais en France, j'ai Voilà. pas beaucoup changé quand même, C'est vrai, tu es toujours la même. même si j'ai changé de métier. Alors j'ai suivi des études d'ingénieur en informatique et je vivais à Lyon, voilà, où j'exerçais ce merveilleux métier qui m'apportait beaucoup de découvertes à travers. Donc je travaillais dans une société de services en informatique, auprès d'acteurs industriels donc très divers, parce que l'informatique, ça permet de découvrir tous ces métiers divers, parce que l'informatique est partout. Et c'était un job qui était satisfaisant pour toi, justement ? Tu te serais vu continuer comme ça en ingénieur informatique longtemps ? Alors, en ingénieur informatique, oui. C'était vraiment passionnant. Il y avait des découvertes tout le temps. Comme je te disais, on apprend des nouvelles technologies, mais aussi des métiers sans arrêt quand on croise des nouveaux clients. C'est vraiment très, très intéressant. Et moi qui suis toujours avide de découvertes, j'étais jamais rassasiée, quoi. C'était toujours passionnant. Et c'est un métier, oui, j'aurais pu passer ma vie à être ingénieur en informatique. Donc quand tu es venue à Zurich, tu as cherché un peu dans ce domaine-là aussi ? Ma venue à Zurich coïncidait à peu près à un moment où quand même je me suis posé des questions par rapport à ce métier. Il me manquait quelque chose dans mon métier. Il me manquait vraiment quelque chose. Et cette relation très formelle avec mes clients, je pense que c'en était la clé. Et je pensais changer de type de société seulement, arrêter les sociétés de services et pas changer de métier, mais voilà, changer de type d'entreprise peut-être. Déjà sur Lyon, je cherchais à changer. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de finalement rejoindre mon futur mari sur Zurich. Donc j'ai changé de pays, j'ai changé de langue. Et je me suis dit, finalement, ça coïncidait aussi avec le changement peut-être de type d'entreprise. Et en fait, j'étais pas du tout fixée sur ce que je voulais quand j'ai débarqué, quand je suis arrivée sur Zurich. Donc tu es venue avec une grande ouverture sur les horizons qui pourraient s'ouvrir à toi, tous les changements. Et c'est pas une crise, mais disons ce questionnement t'a mené à passer le pas ? Tout à fait. Alors ça a mis du temps quand même. Mais arriver ici et finalement c'était le monde des possibles. C'était un nouveau départ avec mon mari, enfin, avec un nouveau pays, des nouvelles personnes, un nouvel environnement. Enfin, tout était nouveau et tout était possible, tout était à créer. Et je me suis laissée un peu porter et je me suis retrouvée en cuisine. Donc tu as fait une renaissance en cuisine. Voilà, exactement. Comment ça s'est passé exactement ton cheminement ? J'imagine qu'on ne décide pas du jour au lendemain, que tu as dû te poser des questions. Voilà, il y a des coachs de vie. Je sais pas, quel cheminement toi tu as suivi ? Tout à fait. Alors, je connaissais pas les coachs de vie et ça aurait été bien. Donc, à tous ceux qui se posent des questions, je leur conseille de se faire coacher. C'est très, très efficace pour mieux se connaître et mieux connaître nos valeurs. Mais j'étais pas du tout au courant que ça se pratiquait. Je faisais pas du tout partie des bons réseaux. Je connaissais pas les bonnes personnes. Ce qui est plus le cas maintenant. Je crois que tu as quelques bons réseaux. Voilà, ce qui est plus le cas maintenant, effectivement. Donc du coup, j'ai fait ce travail vraiment toute seule. Et c'est pour ça que ça a été très long.
En fait, quand il y a des personnes qui savent de quoi elles parlent et comment on progresse, c'est facile d'aller plus vite. Oui, là, tu n'avais pas d'exemple à plus suivre. efficace. Non, là, j'avais... J'étais vraiment seule et ça a été peut-être un peu compliqué. C'est ça qui a pris du temps, c'est d'avoir l'énergie et peut-être quelque part un peu l'honnêteté ou le courage de mettre de côté ce diplôme d'ingénieur quand même qui est valorisé, qui est valorisant. Oui, il y a beaucoup de jobs en Suisse en ingénieur informatique. Oui, c'est ce qu'on m'avait dit. Oui, t'avais essayé quand même avant de penser à une reconversion? J'avais cherché sans vraiment chercher. D'accord. Parce que je ne savais pas vraiment ce que je cherchais au final et je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait et c'était pas, encore une fois, c'était pas dans ce métier, c'était plus dans l'environnement dans lequel j'avais exercé. Ah, donc ça, c'était vraiment autre chose, enfin, c'était un autre sujet. On voit que l'activité que tu as, ça fait vraiment partie de la construction de toi, de comment tu te vois aussi. Oui, tout à fait, complètement. En fait, j'ai passé du temps, pas tout mon temps libre, mais une très grande partie, on dirait les 3/4 de temps, en cuisine. Pour les amis, pour la famille qui venait nous rendre visite, même pour nous, pour faire des tests, j'adorais ça. J'étais convaincue que j'étais pas quelqu'un de manuel, que j'étais quelqu'un, on dit de cérébral. C'est ce que l'école nous apprend aussi. Culture scientifique. Et oui, et en fait, finalement, je suis quelqu'un de très manuel. Et j'adore ça. Et tout en étant quelqu'un qui adore résoudre des casse-têtes, des exercices de logique. J'en fais tous les jours. Ah oui. On en parlera. Tu as plusieurs passions originales. Ok, donc vraiment... mais pour toi, comment tu envisageais justement les entreprises de bouche ? Tout ce qui était autour de la cuisine, t'as eu avant des contacts avec cet artisanat-là ? Pas du tout. Aucun contact, jamais. Et c'est aussi pour ça que c'était compliqué de se lancer. On parle des problèmes de légitimité. Voilà, mais là, j'y étais totalement. Et j'avais besoin d'être rassurée, d'avoir confiance en moi sur ce sujet. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation de reconversion dans ce domaine. Tu vas nous en parler. C'était quoi du coup ta stratégie et quel institut tu as choisi ? Alors la stratégie, elle était assez simple. Donc j'étais installée sur Zurich, mais pour moi c'était pas envisageable de suivre des cours en allemand. Enfin c'était trop compliqué. Même si j'ai un très bon niveau d'allemand, mais d'apprendre les techniques et vraiment comprendre le vocabulaire. Déjà en français, le vocabulaire, c'est tout un jargon. C'est un peu compliqué. Oui, c'est un frein, même si on parle bien la langue, malgré tout, d'avoir les finesses. Alors, je sais pas. Je pense que ce serait aussi une chance, finalement, d'apprendre directement les mots aussi dans la langue, plutôt que d'avoir ensuite à les traduire. Parce qu'il y en a qui se traduisent pas. Même en anglais, des fois, je galère un petit peu sur les traductions sur mon site. Mais c'était, oui, plus facile d'abord pour moi en français. Donc, il fallait que ce soit des cours en français. Sur Zurich, c'était compliqué. Et ensuite, c'était une reconversion professionnelle. Donc, j'allais pas partir pour 2 semaines. Et après, il y avait quand même une question du budget parce que, étant en formation, j'avais pas de rémunération. Donc, c'était un peu tendu quand même. Oui, j'imagine. Et c'est à ce moment-là que j'ai annoncé à mes parents que je retournais habiter un petit peu chez eux. D'accord. T'es rentrée à Lyon ? Voilà, donc je suis rentrée sur Lyon. C'était plus facile. C'était vraiment, vraiment plus facile. C'était quoi l'objectif à Lyon ? Il y avait quoi à Lyon, c'est l'Institut Paul Bocuse qui est juste à côté, à Écully. D'accord. Voilà, donc c'était une excellente formation et j'avais un logement sur place. Donc en fait, le choix s'est fait. Oui, en fait, tu as fait tout ce processus seul, mais finalement, tu avais ces alliés-là, d'avoir derrière toi une famille qui, j'imagine, t'a soutenu. Tout à fait. J'avais quand même la chance de pouvoir prendre ce temps déjà de formation sans rémunération. J'avais la chance d'avoir un logement sur place. Oui.
Et ça dure combien de temps, l'Institut Paul Bocuse? Alors, ils ont plusieurs formations. Et celle-ci que j'ai suivie, qui s'appelle Créer et diriger son restaurant, elle dure 3 mois. Voilà, donc il y a une formation de tout ce qui est management d'un restaurant, aussi bien normes d'hygiène que gestion du personnel, matériel, gestion administrative. Et on a aussi à côté possibilité d'avoir des cours de cuisine et de pâtisserie. Ah, donc plutôt business oriented? Oui, complètement, oui. D'accord. Ouais, vraiment pas beaucoup, et beaucoup plus cuisine aussi que pâtisserie. D'accord. Et toi, maintenant, tu es pâtissière, hein? Oui, oui, oui. Ok, intéressant. Et ce qui te plaît dans la cuisine, c'est plutôt la technique, vraiment la chimie, puisqu'en pâtisserie, il s'agit beaucoup de ça, ou bien voilà le partage, la convivialité, l'art de vivre, les bons vivants. Alors, la clé de ma reconversion, effectivement, c'était de créer ces moments de partage quand je recevais mes amis et ma famille. C'était, voilà, je voulais me lancer là-dedans pour pouvoir aller plus loin et proposer ces moments de partage à d'autres personnes. C'était vraiment le cœur de ma décision. Et même si je ne savais pas du tout où j'allais. Après, ce qui est magique avec l'artisanat et avec le travail manuel, effectivement, c'est tout ce qui est chimique, la création et voir les transformations. Et puis jouer avec les goûts, les textures. C'est un travail où je m'ennuie pas. Est-ce que tu t'intéresses aussi à la création de nouvelles techniques? Tu essayes des choses chez toi, des goûts, des associations? Oui, oui, tout à fait. Je suis toujours en train d'essayer des nouvelles choses. Bon, là, je vais plus parler pâtisserie pendant pendant 1 minute. Mais voilà, j'ai été chef à domicile. J'ai été embauchée en tant que chef à domicile il y a pas longtemps et j'ai créé, j'ai réalisé pour le repas une mousseline de brocoli au poivre timut. Alors il y a plusieurs dénominations, peut-être que certains connaîtront plutôt les baies timur. Donc c'est une baie du Népal qu'on appelle poivre parce qu'il y a un goût poivré, mais il y a aussi un goût qui tire sur les agrumes, sur le pamplemousse. Et alors c'était totalement une improvisation de faire cette alliance avec du brocoli. Et ça fonctionnait, pamplemousse, brocoli, c'était pas évident, et ça fonctionne. Génial d'avoir un chef à domicile. Ça a apporté beaucoup de fraîcheur à ce chou, quoi. C'était très, très intéressant. Quand tu parles de légumes, de choses aussi qui viennent de l'étranger, de saveurs d'ailleurs, je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel tu travailles aussi, dans les produits avec lesquels tu te fournis. Voilà, d'être dans le bio, tout ce qui est... Alors, je te laisse en parler. Oui, volontiers. Alors, avec tout ce qu'on peut trouver ici, j'utilise le maximum de produits locaux. Effectivement, je me tourne toujours, quand je peux, vers le bio. Et c'est aussi un label que je trouve minimum. J'aime aussi, quand je trouve des dénominations Déméter aussi, je travaille avec des fournisseurs qui sont encore un peu plus exigeants. C'est vraiment très important pour moi, dans ma vie aussi bien personnelle, et j'essaye de l'appliquer aussi pour mes clients. Je pense que voilà, c'est un choix que nous, en tant que professionnels, on doit faire. C'est pas le plus facile, hein? Non, c'est très compliqué de trouver des fournisseurs, et pour chaque produit, et il faut toujours être en veille. C'est beaucoup d'énergie, mais c'est un véritable plaisir quand on découvre dans le canton d'Arao, il y a quelqu'un qui produit des noisettes suisses, quoi, bio. Voilà, c'est fantastique. Du coup, tu as rencontré beaucoup d'agriculteurs locaux, etc. ou... Bah oui, on discute pas mal quand même. Ah, c'est chouette. Et puis après, pour les produits de l'étranger aussi, je fais très attention. Alors, Elodie ne prend pas le chocolat suisse. Quand on a parlé de pâtisserie, moi, j'adore le chocolat suisse. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venue. Et non. Alors, oui, et le chocolat suisse, moi j'adore le chocolat suisse. La matière, le cacao, ne vient pas de Suisse, quand même. Voilà, donc moi j'utilise principalement... En fait, j'utilise très peu de chocolat au lait, et le chocolat suisse, c'est surtout la technique. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a
je veux pas trop rentrer dans la technique, mais très très Tu peux rapidement. nous parler de chocolat. Il y a Pas de le problème. chocolat au lait, donc cette alliance, comment faire marier le chocolat et le lait. Donc ça, c'est une technique. Et il y a aussi le conchage. Donc c'est le moment où on va broyer le cacao avec le sucre jusqu'à ce qu'il soit fin et lisse. Et on va les broyer ensemble longtemps, longtemps, longtemps. Et en fait, ce qui fait la magie du chocolat suisse, c'est qu'il est broyé très, très longtemps, beaucoup plus longtemps que dans les autres pays. Et ça apporte du coup tout ce fondant qu'on aime dans le chocolat suisse. Alors après, dans ma pâtisserie, j'en ai pas besoin de ce fondant parce que je fais pas de tablettes de chocolat et je fais pas de chocolaterie. Donc j'ai besoin surtout de produits bruts. Et pour ça, effectivement, j'ai pas besoin que ce soit... Prends du cacao brut et après c'est toi qui doses le sucre? Alors je travaille beaucoup avec du chocolat 100% D'accord. et quand même de temps en temps avec du chocolat à 70%. Mhm. Parce que, par exemple, dans les sablés chocolat et fleurs de sel, j'ai besoin de morceaux de chocolat. Et si je mets du 100%, même s'il est vraiment très bien travaillé et on peut le manger tel quel, ça peut être un peu plus difficile d'abord. J'imagine. Donc comment tu t'es lancée? Tu as fait une étude de marché sur voilà les attentes du marché suisse. Comment tu as lancé ton entreprise? Quelle était ton idée de base? Alors, j'avais pas vraiment... Mon idée de base, c'était le partage. Ça, c'était très bien identifié. Après, venait le comment je voulais partager. Et le plus évident, c'était le moment du dessert. Voilà, c'était vraiment... C'est tellement toujours un moment de fête quand il y a un dessert. Et puis, c'est un moment aussi dans le repas où je trouve qu'il y a une certaine relâche. Il y a eu toutes les discussions déjà qui ont eu lieu pendant le repas, où on s'est un peu emporté, où ensuite on s'est réconcilié. Voilà, on a raconté toutes nos histoires. Et au moment du dessert... Ça met tout le monde d'accord. Voilà, et puis on est plus détendu. Et vraiment, le partage est, à ce moment-là, je trouve, entier. Il y a vraiment une magie, une alchimie. Et quand le dessert est bon, en plus, Oui. c'est magique. Il n'y avait pas beaucoup de distribution de choux dans le système suisse, c'est-à-dire parmi les revendeurs de nourriture suisse, la Migros. Alors... Bon, tu fais d'autres pâtisseries, on va en parler, mais oui, les choux, oui. c'est ta spécialité. Alors, à la Migros, des choux, je ne sais pas. J'avoue que, de toute manière, que ce soit en France et ici, les rayons pâtisserie dans les supermarchés, j'ai jamais vraiment regardé. Ça ne m'attire pas du tout. Moi, je suis plutôt au rayon légumes et fruits. Et je passe beaucoup de temps voilà, dans ce rayon-là, et crèmerie aussi. Mais la partie fraîche avec les desserts, je me suis jamais arrêtée. Là, par contre, je pense que c'est culturel et ça doit être ouais, un héritage de ma famille. On allait dans les boulangeries, en pâtisserie. Ouais. Je vois. Mais est-ce que tu penses que les Suisses ont aussi ce goût-là? À qui tu vends tes choux? À qui tu vends tes pâtisseries? Je Plutôt pense... aux Français ou à tout le monde? Alors, à tout le monde. C'est vrai que jusque-là, majoritairement quand même, j'ai eu beaucoup de clients français. Mais je pense que les Suisses sont très ouverts. Ils aiment beaucoup voyager. Même s'ils sont très critiques, ils ont raison de l'être avec la France. Ils aiment beaucoup la France. Je sais que, par exemple, chez Sprungly, il y a des éclairs. Donc, les choux, les éclairs, enfin, je ne veux pas dire que c'est la même chose, mais c'est les mêmes bases. C'est la même pâte à la base, oui, c'est sûr. Justement, on parlait avant des règles sanitaires que tu as apprises à l'Institut Paul Bocuse. Et je t'avais demandé si c'était les mêmes en France et en Suisse. Et ce que j'aimerais bien que tu fasses, c'est que tu nous décrives un petit peu globalement, hein, sans rentrer dans le détail, comment tu as dû réaménager ton intérieur. J'imagine que chez toi, c'est Willy Wonka. Tu as plein de produits. Voilà, si tu veux bien nous en parler. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, les normes d'hygiène professionnelle en Suisse et en France sont les mêmes. Et ensuite, donc ça c'était c'était très pratique. Je craignais un peu de devoir me mettre à jour en arrivant en Suisse, même si c'était pas ça n'aurait pas été très compliqué. Mais le fait que ce soit la même norme internationale, HACCP, c'était
Voilà, très pratique, j'avais le diplôme. Ensuite, quand on a un local de production, il faut se déclarer donc au Cantonales Labor, donc au laboratoire cantonal, qui viendra inspecter les locaux. On prend rendez-vous, ils viennent une première fois pour juste voir un petit peu l'état des lieux et qu'est-ce qui ne serait pas aux normes. Ah, ils te conseillent donc. Et voilà, c'est ça. Ils viennent juste constater, ils font une mission de conseil, et s'il y avait quelque chose de conseillé, ils reviendront pour voir que ça a été bien mis en place, pour vérifier. Ah, c'est hyper pédagogique. Oui, c'est très bien. Ils tapent pas sur les doigts tout de suite. Et donc, qu'est-ce que tu as dû faire comme ajustement ? Je dis ça aussi dans le but de partage, s'il y a Bien des gens sûr. qui s'intéressent de faire leur labo à la maison. Mais tout à fait. Alors, si c'est à la maison, il n'y a pas besoin... Ils demandent vraiment pas grand-chose. Ils demandent qu'il y ait un étage, enfin, que tous les étages du réfrigérateur qui sont dédiés à l'activité professionnelle soient dédiés à l'activité professionnelle. D'accord. C'est tout. Ah, d'accord. C'est tout. Ok, très bien. Voilà. Pas la Charlotte, les gants. Non. Pas du tout. D'accord, ok. Pas du tout. Ah, bref. Après, ça empêche pas de faire Oui. plus que ce qui est demandé. Mais pour une production à domicile, ils estiment, et enfin, ils ont raison, hein, quelqu'un qui produit chez lui dans un four ménager, on ne peut pas sortir tous les jours des gâteaux pour 120 personnes. C'est vrai. Donc, ça reste restreint. l'incidence, quand on cuisine à la maison, n'est pas si grande. Oui, c'est plutôt, je me demandais sur l'utilisation des produits congelés, enfin, quand on fait du catering pour des traiteurs. Mais toi, en l'occurrence, t'as changé de four ? Non, j'ai pas changé de four, Oh là là. mais c'est une... Oui, j'imagine que la question est là, mais je sais que les fours professionnels... Ça devient véritablement un problème. Je comprends. Est-ce que tu peux nous expliquer le détail de ce que tu proposes avec choux, etc. Oui, bien sûr. Alors, le but de Chou, etc., c'est de proposer des moments conviviaux à emporter. Voilà, ça c'est mon but. Et ma toute première étape, c'est les pâtisseries. Alors, j'ai fait une première vitrine sur le site internet. C'est où je propose principalement des tartes et des choux. Voilà, j'essaye de les adapter. La carte change au fur et à mesure des saisons. Donc là, en ce moment, c'est la saison de la rhubarbe. Elle est très courte. Donc, il y a la tarte à la rhubarbe. Je suis en train de faire des tests aussi pour en créer une deuxième. Bientôt, il y aura les tartes aux fraises et aux framboises. Voilà. Alors, je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé le podcast, mais ce sera déjà certainement la saison des tartes et des framboises. Des tartes aux fraises et aux framboises. Voilà. Comment ça fonctionne Oui, on vient chez toi, tu parles de commandes, de livraison. Oui. Donc, alors, pour commander, on peut simplement aller sur le site internet et passer commande comme sur n'importe quel site boutique avec un panier. J'imagine qu'on s'y prend un peu à l'avance. Oui, c'est mieux. Je pourrais pas produire, parce que je ne produis que sur commande. Et c'est aussi... Alors, c'est une difficulté dans ce métier. C'est quelque chose qui n'est pas facile comme habitude pour les clients de commander une pâtisserie plutôt que d'aller en pâtisserie et chercher quelque chose qui est déjà produit. Mais c'est une véritable volonté de pas gâcher aussi, d'être dans une démarche vraiment écologique et de produire que ce qui a besoin d'être produit. Et puis en plus, ils te rencontrent, ils viennent te voir, on a ton sourire. Ça c'est des moments magiques que j'aime beaucoup, oui, de pouvoir avoir ce contact avec les clients. Donc, pour les commandes de produits que je propose, par exemple, sur le site, c'est une journée avant, c'est bien. Pour certaines recettes, j'ai besoin de 2 jours. C'est le temps de repos de certaines pâtes, etc. Et ensuite, d'autres moments de partage que j'aime beaucoup, c'est les pâtisseries sur mesure. Voilà, donc j'ai... Des occasions. Oui, voilà. Et j'ai, on va dire, plus de la moitié de mes clients, en fait, qui me demandent de créer des pâtisseries sur mesure. Et là, j'adapte mes recettes au goût des demandes.
Ok, super. Donc, on va se rendre sur ton site. Je mettrai le lien dans la bio du podcast, quoi qu'il arrive. Tu as parlé de plusieurs choses. Tu as parlé de bonheur, de partage à emporter. Oui, Voilà, j'ai adoré cette de expression. convivialité, De ouais. convivialité. Tu as aussi dit que les pâtisseries, c'était la première étape. Oui. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la deuxième étape dans ton plan. On te le souhaite, hein. Bien sûr, on lance des idées. Alors, je sais pas du tout quelle est la deuxième étape. J'ai beaucoup d'étapes en ligne de mire. Alors, quelles sont tes idées, justement, pêle-mêle? Pêle-mêle, c'est des petits plats mijotés, faciles à réchauffer. Voilà, donc des ragoûts, bœuf bourguignon, blanquette de veau. Voilà, tout ça, ça aussi, ça fait partie de mes souvenirs, de moments de partage autour d'un plat unique. Voilà, c'est des moments très, très Donc, passer conviviaux. au salé aussi. Oui, oui, oui. Bah oui, parce que la gastronomie est c'est ma passion, pas seulement la pâtisserie. C'est, on va dire, plus facile. On va dire que c'est la première chose que je fais. C'est un gâteau. Mais ensuite, il me faut le reste du repas. Et je continue à cuisiner et j'adore cuisiner le salé aussi. Et t'as d'autres passions, hein? Je crois que t'aimerais bien relier les deux. Si tu veux en parler, je vais pas te souffler les mots. Oh là là. Ben oui, ce serait magique de pouvoir proposer ouais, tout un ensemble de moments de partage, tout un repas. Et comme je te disais tout à l'heure, ça m'est déjà arrivé, donc je suis intervenue déjà en tant que chef à domicile. Donc là, je fais tout le menu complet, de la mise en bouche jusqu'au dessert. Et partager ça en direct aussi avec les clients, c'est une magnifique expérience. Et tu penses aussi à une ludothèque, je crois? Je crois que c'est là que je voulais en venir. Oui, oui, tout à fait. J'adore les jeux de société. Pour adultes. C'est ça? Oui. Okay. J'adore les jeux de société pour enfants aussi. Hein. je joue beaucoup avec les enfants. Enfin, c'est jouer en fait qui m'enthousiasme parce que c'est une manière déjà de résoudre des problèmes des fois. Et ensuite, parlons de ce type de jeu, de résoudre des problèmes. J'aime beaucoup donc les escape games. Je suis désolée pour les mots anglais, mais je crois qu'on n'a pas de traduction. Il faudrait que je regarde chez nos amis les jeux d'aventure canadiens. En groupe, Oui, les jeux d'échappatoire. Donc les jeux où il faut s'échapper et résoudre des énigmes pour pouvoir réussir le jeu. Ce sont des jeux qu'on joue à plusieurs. Et en général, on peut les jouer dans la vie réelle avec des vrais objets. On nous enferme dans une pièce, par exemple. Voilà, mais il y a eu des adaptations en jeux de société. Donc moi, j'adore les jeux de rôle et les jeux où il faut s'activer vraiment dans une pièce, les escape games tels qu'on les connaît déjà à la base. Mais il y a une société qui en a fait des jeux de société. Et des jeux avec des cartes. Il y a une application sur le téléphone où il y a des interactions à avoir. Et en fait, ce genre de jeu, je trouve ça passionnant et j'adore les faire avec et des gens que je connais et des gens que je connais pas. Parce que moi, j'ai joué, donc j'ai emmené mes parents dans un escape game et on découvre une autre facette des gens, même si on a vécu toute notre vie avec. Et c'est incroyable, on découvre d'autres manières de penser aussi, d'autres manières de réfléchir. Et parce que ces jeux font appel justement à toute une diversité de logiques qui existent. C'est l'instinct de survie. C'est un peu ça. C'est un peu poussé, mais... ouais, bon, en tout cas... mais en tout cas, toutes les logiques ont besoin d'être là, toutes les façons de penser, et on pense pas tous à la même chose au même moment. Et vraiment, c'est cette alchimie et ces moments... je reviens encore au partage, mais dans ce jeu-là, véritablement, si on ne communique pas, on ne peut pas réussir.
Ce serait bien d'en avoir un francophone dans la région. Oui, ce serait magique. Mais après, moi, par exemple, j'en ai des jeux de société, je les ai chez moi. Mais ce serait tellement plus magique de les avoir dans un lieu qui propose beaucoup de jeux de société, une ludothèque, donc. Ouais, moi, j'adhérais quand j'habitais sur Lyon à un lieu de jeu, une ludothèque. Et il y avait des soirées jeux, voilà, où il y avait tellement de jeux de société. C'était une petite pièce, on va dire, de 30 mètres carrés avec une mezzanine, et il y avait des jeux sur tous les murs. Oh, wow. À part un bar, mais sinon, sur tous les murs étaient recouverts de jeux. Et on pouvait choisir ce qu'on voulait. Et suivant les rencontres qu'on faisait dans la soirée, parce que les gens changeaient, venaient au gré de leurs emplois du temps, évidemment, eh bien, on pouvait découvrir d'autres jeux. Et ça n'existe pas une ludothèque ici à Zurich ou dans la région? Alors, expliquer ou comprendre une règle du jeu... Dans une langue... Alors, sur certains jeux, c'est très simple. Et ça, par exemple, le Uno... Je crois que tu veux nous parler du jeu du 11. Je voudrais bien ton anecdote. Oui, je parlerai du jeu du 11. J'ai une histoire avec. Mais il y a certains jeux qui sont un peu compliqués. Par exemple, les escape games, quand il y a des énigmes à résoudre. En allemand, quand il y a des jeux de mots, bon, Et forcément. C'est vraiment pas si simple. Donc moi qui aime bien aussi les jeux un peu compliqués, où il y a un peu de stratégie et un peu de prise de tête. De culture derrière. Aussi. Voilà, donc il y a quand même besoin d'avoir des jeux accessibles en français. Après, alors l'histoire du jeu du 11, donc c'est un jeu auquel j'ai joué toute mon enfance avec mes grands-parents. Et seulement chez mes grands-parents. Ce jeu, je ne l'ai jamais trouvé ailleurs. On ne l'avait pas chez mes parents non plus. Mais c'était vraiment... c'est un jeu très simple, un peu très, très facile à prendre en main. Il n'y a pas besoin non plus de vraiment parler la langue. C'est un peu comme le Uno. D'accord. On va dire, c'est un jeu de cartes avec des numéros dessus. C'est très simple. Et c'est aussi très bien pour jouer avec les enfants. C'est pour ça que j'ai joué avec mes grands-parents toute mon enfance. Et en fait, ce jeu, je l'ai redécouvert l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand je suis retournée... Enfin, je retourne souvent chez ma grand-mère. Mais ce jour-là, j'ai ressorti le jeu du 11, qui était que je sors pas si souvent quand je joue avec ma grand-mère, parce que c'est quand même un jeu un peu simple. Et à 2, bon, on a des fois envie de jeux un peu plus compliqués. Mais là, ça faisait tellement longtemps que j'ai sorti la boîte et je l'ai retourné, et le jeu était édité par une société suisse à côté de Zurich. Tu vois, c'était le premier pas, le premier indice de ta vie. Et c'était je suis un peu j'ai un peu atterri et j'ai demandé à ma grand-mère comment ça se faisait qu'en fait elle avait un jeu de Zurich chez elle, et puis depuis si longtemps, parce que moi depuis toute petite je le connais, ce jeu. Et à la réflexion, aucun de mes amis, personne jamais ne me parlait de ce jeu, je l'ai jamais vu ailleurs en France. Et du coup j'ai demandé à ma grand-mère, mais pourquoi? Quelle est l'histoire de ce jeu? Pourquoi t'as un jeu de Zurich dans ta maison depuis 50 ans? En fait, t'es suisse, caché. Ils ont pas voulu te le dire. Non, en fait, la meilleure amie de ma grand-mère avait des origines suisses. D'accord. Voilà, son père avait des origines... son père, à son ami, avait des origines de Suisse alémanique. D'accord. Et voilà, et donc en fait, elle a découvert ce jeu par sa meilleure amie, et elle l'a ramené dans sa famille. C'est les histoires de transmission comme ça, c'est absolument magique. Ouais, absolument. Et pour toi, j'imagine que ça a pris tout son sens, c'est sûr. C'était vraiment fantastique. Du coup, je suis rentrée de chez ma grand-mère, j'ai couru dans une boutique de jeux à Zurich, et j'ai acheté le jeu du 11, parce que je savais qu'il était édité ici, j'étais certaine de le retrouver. Super, excellent. Donc ton idée, ce serait éventuellement d'avoir une ludothèque où tu puisses aussi proposer tes pâtisseries, petits salons de thé. Oh là là! Alors ça, ce serait fantastique. Ouais, on rêve toutes très haut là d'un lieu francophone justement, quelle que soit la version, mais voilà, où chacun puisse un peu s'exprimer. Mais oui.
simplement un lieu de partage. C'est ça. Et je te rejoins totalement sur cette valeur. Qu'on sache où sortir, disons, tu vois, quand on a du temps, etc. Alors c'est bien beau, on fait des balades ou du sport, on peut faire du bénévolat. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Oui, un lieu où on pourrait simplement se poser, boire un thé, une tisane. Ouais, savoir qu'on peut retrouver d'autres personnes. Manger une pâtisserie, voilà, partager via des jeux. Et puis aussi, pour le moment, j'ai proposé quelques ateliers en ligne aussi, mais proposer des ateliers pour partager les techniques et puis des moments de création. Voilà, quand on transforme les choses, quand on crée des choses. Absolument. J'ai envie de raconter aussi quelque chose que tu m'as dit en off, que tu as un lien avec les podcasts. Tu mixes des podcasts parce que tu fais partie d'une association. Alors, si tu veux nous en parler. Oui, bien sûr. Alors, donc toujours, on revient un petit peu à l'informatique. Oui. Donc, un des sujets qui m'intéresse, donc ils sont nombreux, hein, mais un des sujets qui m'intéresse, c'est l'informatique libre, donc nos droits et nos libertés informatiques. Et en France, il y a plusieurs associations qui défendent nos libertés informatiques, et entre autres, il y a l'April, donc l'association de promotion et de défense du logiciel libre, qui propose une émission hebdomadaire à la radio, donc sur Radio Cause Commune, qu'on peut retrouver aussi en direct sur Internet. Donc on peut suivre l'émission. Et cette émission, en fait, elle sert à éclairer sur les outils qui nous permettent de reprendre un peu contrôle de notre vie informatique. C'est vrai que moi, j'ai une formation en informatique, mais c'était mes études. À part ça, on n'a pas eu de formation. Je parle déjà de ma génération, je ne parle pas des générations précédentes qui comprennent mes parents et ma grand-mère. On n'a pas eu du tout de formation sur ce que c'est que l'informatique et ensuite ce que ça implique, tu veux le dire. web, Internet et nos droits, nos libertés. Tout ça, ça se construit petit à petit et on n'est pas formé et on n'est pas informé. Et on nous dit... On entend beaucoup de discours, oui, les GAFAM, ils sont moches, ils sont méchants, et ils vous volent vos données. Mais derrière, il n'y a pas... On ne nous propose pas de solution. On ne nous explique pas vraiment pourquoi c'est mal. Ou en tout cas, le message passe mal. Et on ne nous propose pas de solution. On nous dit juste, ah oui, les GAFAM, les GAFAM, les GAFAM. Et en fait, l'objectif de l'April, c'est de sensibiliser les gens à ce souci et de leur donner des clés de compréhension et des outils pour ensuite pouvoir se libérer un petit peu, éventuellement, des GAFAM. Mais toi, tu utilises quand même les réseaux sociaux, c'est obligatoire ici pour ton entreprise. Du coup, oui, quelles règles tu mets en avant de ce que tu apprends? Alors, c'est vrai que les réseaux, en arrivant ici, c'est surtout sur Facebook. La communauté francophone, c'est sur Facebook que je l'ai trouvé. C'est difficile pour moi. c'est compliqué. Après, tout n'est pas mauvais, en fait, dans les GAFAM. Et justement, on voit que là, Facebook est très utile. La problématique, c'est l'exploitation des données qu'on lui fournit, qu'il a pas forcément besoin de récolter, et les algorithmes qui sont mis en place derrière de filtrage de ce qui nous montre ou pas. Il existe des alternatives libres. Des réseaux sociaux libres. Des réseaux sociaux libres. Que personne n'utilise parce que c'est pas connu. Voilà, c'est ça. Et aussi, la problématique qui ressort de ça, de ces logiciels libres, c'est qu'ils ont besoin, ils ont besoin de fonctionner, ils ont besoin de bénévoles, et tout le monde n'a pas le temps pour faire fonctionner. Imaginez quelque chose un Facebook libre. Le nombre de serveurs, le nombre de personnes qu'il faudrait pour l'entretien, toutes ces personnes ne peuvent pas être bénévoles. Donc, il faudrait payer. Aujourd'hui, Facebook en est arrivé là.
son modèle de rémunération, justement, c'est sur ces données, les ventes des données. Pas sur les pubs? Sur les pubs aussi. Mais les pubs, elles vont être ciblées. Parce que tu as fait des recherches, parce que tu as donné tes données. Donc tu dirais de pas trop donner, par exemple, son nom de famille ou bien sa date de naissance? Non, je pense qu'à partir du moment où on est sur Facebook, on sait, il faut savoir que tout est utilisé. Et en fait, il faut être conscient que c'est normal qu'une entreprise soit rémunérée pour le service qu'elle fournit. Après, il faut choisir, il faut être conscient de la manière dont elle est rémunérée. Là, Facebook se rémunère avec les données, avec les pubs et la façon dont il fonctionne avec les algorithmes. Mais si on payait, si on choisissait de donner de l'argent directement, ce serait... Il y aurait moins de monde. On paierait finalement autant, mais on serait maître de notre identité sur l'informatique et sur Internet. Après, on a été habitué à ce que sur Internet, ce soit gratuit. Et même si ça ne l'était pas, de manière visible, puisqu'on payait avec toutes nos informations personnelles. Ouais, c'est fou. Voilà, Mais c'est bien que tu sois pas dans le tout noir, tout blanc. Non, non, on peut pas. Et puis le monde n'est pas comme ça. Et chacun fait ce qu'il peut, et chacun fait de son mieux, de toute manière. On peut pas être tout le temps sur tous les fronts. Donc il y a rien à blâmer. Et surtout quand on voit à quel point finalement, là, ici, quand on est expatrié, Facebook a été utile. C'est le lien avec nos amis d'avant aussi. C'est quand même garder un contact. Oui. Ouais. De s'en sortir pour les démarches. Tout à fait. C'est clair. Mais donc du coup, j'interviens quand même auprès de l'April. Donc pour cette émission Libre à vous. Et je fais le traitement de l'émission en podcast. Okay. Voilà, je fais partie de l'équipe. On est 3, donc une semaine sur 3, je donne de mon temps pour faire le traitement. Donc tu vois le travail que c'est derrière. Oui. Je sais pas si l'émission est longue, mais... je sais absolument pas comment tu fais. L'émission dure 1h30. Ah oui, quand même, ouais. Oui, quand même. mais vraiment, entre la préparation des interviews, la planification, les interviews, le post-traitement, les publications, les réseaux sociaux, et à côté, t'as quand même une vie autre, bien remplie. Je sais absolument pas où est-ce que tu trouves toute cette énergie, merci, Elodie, mais non, mais merci à toi. C'est l'envie de bien faire et de faire valoir aussi les talents, quoi. T'es un de ces talents qui toi aussi t'investis pour des associations, pour tes passions et bien sûr les pâtisseries que tu vends, etc. Mais on sent que tu as envie d'améliorer le monde. Oui. Et c'est quelque chose qui me parle. Je pense que oui, c'est un grand objectif. Il faut tendre vers lui. C'est une belle motivation. Il faut qu'on la garde. On n'est plus très nombreux, je crois. Ça n'a pas l'air qu'on soit très nombreux. C'est vrai. Moi, j'ai plutôt l'impression. J'ai plutôt l'impression que si. On se fédère de plus en plus. J'ai l'impression que. Ouais. Espérons que ce soit la leçon qu'on garde de toute la crise aussi Covid et pas justement l'individualisme à tout prix. Oui. C'est vrai que ça a beaucoup rapproché. Je trouve, il y a eu beaucoup plus de compréhension et d'écoute de l'autre. Et ça a beaucoup aidé de ce niveau-là. Ouais, et aussi sur la consommation locale et des artisans. C'est vrai. Il y a eu un gros rebond. C'était important. Justement, puisqu'on parle de partage, et le podcast peut aussi servir dans un but un peu social, en tout cas de facilitation, ou bien de calmer certaines, pas douleurs, mais certains poids qu'on peut avoir, parce qu'on ne comprend pas les différences de mentalité, les différences entre les pays. Alors je vais te demander de partager tes analyses à toi, ce que tu as découvert ici. Donc tu m'as dit auparavant, on est voisins. Oui, voilà, donc... c'est ça. Je pensais pas qu'il y aurait autant de différences entre la Suisse et la France. Je suis arrivée un peu en pensant que c'était pas tout à fait le département d'à côté. Mais la Suisse est un peu plus grande qu'un département français. Elle est voisine. Pour moi, il ne pouvait pas y avoir autant de différences culturelles en si peu de kilomètres.
Et ça a été un véritable choc en arrivant ici, de voir que bah, si, c'était possible d'avoir autant de différences. Mais alors le choc n'était pas que négatif, c'était vraiment tellement agréable de voir l'honnêteté des gens ici et le respect qu'ils ont les uns des autres, à quel point ils peuvent être libres. Enfin, c'est intellectuellement et physiquement aussi, hein, tout... venant de France, quand on voit tous ces tatouages pendant l'été, c'est magnifique. En fait, c'est super de pouvoir faire ce qu'on veut. En fait, les gens sont libres et les gens se respectent les uns les autres et ont beaucoup d'honnêteté. En arrivant de Lyon, quand j'ai vu les paysans ici qui mettaient dans une petite cabane leur production avec juste une caisse, c'était inimaginable sur Lyon. Enfin, c'était pas envisageable du tout. Et ici, c'est possible. T'es quelqu'un de nostalgique comme ça, des choses un peu à l'ancienne? Alors, j'ai un souci avec la formulation peut-être à l'ancienne. Oui. Alors, avec les choses traditionnelles. C'est aussi je pense que c'est aussi pour moi, c'est pas le bon mot. Je comprends, et c'était les traditions, mais quelque part, pour moi, c'est plus du bon sens, en fait. Et c'est pas quelque chose qui aurait dû se perdre, c'est pas quelque chose qui aurait dû disparaître, c'est pas... Ça devrait pas être une tradition, ça devrait être... ça devrait être enseigné, ça devrait... La norme. Oui. Et ici, que ce soit comme ça, ça paraît tellement normal, finalement. Donc tu t'y retrouves. Oui. Mais est-ce que tu as eu d'autres différences culturelles qui t'ont fait par contre des clashs, ou qui t'ont ouvert les yeux, ou qui te font regretter voilà, sans vouloir être... Simplement pour être réaliste et voir les deux côtés. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit avant, la liberté, etc., la sécurité. Après, on va se retrouver là-dessus. La position sociale de la femme a encore, je pense, des progrès à faire en Suisse. Et enfin, pas seulement de la femme. Je trouve aussi que les hommes ne sont pas considérés non plus à leur juste valeur. Et en parlant de ça, je parle de la famille. Quand il paraît logique que la femme s'arrête de travailler quand elle a des enfants et que le père ne prenne pas plus de congés que ça, finalement, voilà, pour moi, la construction familiale ne correspond pas à la mienne. Là, tu es d'accord avec le terme à l'ancienne? Sur le coup. Oui. Là, ça remonte à suffisamment longtemps. Oui, puis ça a été prouvé que ça n'a pas forcément fonctionné non plus. Non. Pour rendre les gens plus heureux. Donc, Non, et puis, oui, je connais quand même beaucoup de papas en France qui sont tellement heureux d'avoir pris un congé paternité long et ensuite de n'avoir repris qu'à 60 ou 80%. Alors pour le coup, c'est très rare en France et c'est plutôt mal vu en France. Là aussi, il y a des progrès à faire. Mais ça arrive. Et quand je vois comment toute la famille finalement était plus épanouie de tous ces partages, il y a une meilleure compréhension aussi dans le fonctionnement de la famille. Je trouve ça assez magique. Et je trouve ça, en fait, dommage de ne pas donner cette opportunité. Que ce soit obligatoire, ça, c'est dommage. Que le congé soit partageable, moi, je suis plus pour cette idée-là. Toi, tu vois les choses plutôt autour de la naissance. Je vois plutôt ça autour de la famille, en fait. C'est une décision qui doit être familiale et personnelle. C'est pas la société qui doit l'imposer. Oui, effectivement, mais tu crois que qui a la décision? Donc c'est les politiques, mais si c'est admis dans la société, tu vois, les votations, s'il y a une votation, personne ne voterait ça, je pense. Oui, peu de monde.
Tout à fait. Et j'avais justement cette discussion, mais c'était sur un autre sujet. C'était sur le sujet de la sécurité sociale en France. Ici, j'ai l'impression, mais alors encore, je prends beaucoup de pincettes parce que ça fait pas longtemps que je suis en Suisse et le système de santé me paraît encore assez obscur. Mais j'ai l'impression, quand même générale, que si tu as un problème de santé, c'est ton problème, c'est personnel, et c'est à toi d'avoir les moyens. Alors que dans la vie, t'y peux rien. Et si t'arrive quelque chose, tu te retrouves un petit peu sans trop de moyens ou de soutien de ce côté-là. Alors qu'en France, on a le système de sécurité sociale. D'entraide. Voilà, où il y a cette entraide. Et je me dis, en votation, ce système ne passera jamais. Parce que les gens ne peuvent pas... les gens vont se dire, non, mais ça m'arrivera pas. Et donc, si on a ce raisonnement, ça m'arrivera pas, je suis en bonne santé, j'en ai pas besoin, je vais pas payer pour les autres. Et puis le budget santé est énorme. Oui. Et du coup, rationnellement, je pense pas que en votation, ce genre de système passerait. Et pourtant, il est logique de se soutenir et qu'il y ait une entraide et cette fraternité en France, c'est une valeur qui est importante. Et c'est passé parce qu'on n'a pas de votation. Alors, je ne sais pas. Je suis pour la votation parce que vraiment, c'est un grand pouvoir en Suisse et je trouve ça admirable. Et j'adore cette possibilité de s'exprimer sur les sujets. Et en plus, il y a je trouve que le peuple est très informé sur les sujets politiques, justement, et sur ses possibilités. Ça, tu penses que quand il y a une votation, en fait, on prend une décision par rapport à notre situation propre et à nos bénéfices, et pas une décision globale sur la société, comme pourrait le faire un homme politique qui pourrait dire, voilà, il faut que tout fonctionne ensemble, donc je décide telle et telle chose, même si ça va desservir à tel ou tel type de citoyen. Alors, en France, c'est ce qui a été fait. Et en Suisse, je sais qu'ils ont suffisamment... Ils arrivent à... Enfin, la culture fait qu'ils ont beaucoup de recul sur la vie politique et sur la vie en communauté. Et ils ont un grand pouvoir de résilience. Donc, ce serait possible. Et j'aimerais penser que ce soit possible. Mais le fait est qu'il n'y a pas de sécurité sociale en Suisse. Après, c'est une particularité française. Il n'y en a pas beaucoup non plus ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'était pour l'exemple. Ouais, je vois très bien. Je voulais te demander ce qui te marque le plus de la culture française. Toi, en tant que représentante de la culture de bouche. Ce qui me marque le plus, ce que tu voulais vraiment emmener avec toi dans tes bagages, où que t'ailles. Où que j'aille. Moi, je vois plusieurs choses dans tout ce que t'as dit. Bon, hormis, encore une fois, les choses autour de la table, mais la liberté de penser, t'arrives à dire des choses très poussées, vraiment. Tu vois, tu remets en question des choses de société, choses politiques. On sent vraiment que ça, c'est une formation très française, de débattre sur ça. D'accord. Aussi le côté ludique, où quand t'as parlé des jeux, etc., de pouvoir permettre, à des adultes... Oui, puis ça permet aussi de ne pas se prendre au sérieux, de redescendre un peu de temps en temps. Oui, c'est ça. Et puis ça, c'est vraiment typique d'une éducation française aussi. Oui, alors j'ai pas du tout de recul là-dessus. Ouais. On jouait moins dehors dans la nature des heures qu'avec nos amis ou frères et sœurs à des jeux de société ou même avec nos parents. On est plusieurs, je pense, dans ce cas-là. En fait, j'ai beaucoup de mal à identifier ce qui est français ou ce qui ne l'est pas. Je dois avouer que j'ai du mal. C'est compliqué pour toi de définir les choses parce que tu as l'impression que ça en exclut d'autres ou bien que ça fait des cases. Oui, que exactement. C'est réducteur. Ouais, j'ai du mal à me dire que... Enfin, oui, je suis française, c'est... Ça oui, et je suis très fière de mon pays et voilà. Mais est-ce que ça me donne vraiment une identité à part ? Je suis très méfiante aussi à cause de ce qu'on peut voir avec les différents nationalismes. Absolument. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec cette idée. Là, je te rejoins, 100%. Moi, je me posais pas la question comme ça avant d'être venue ici, en fait. Mais je me vois vraiment plus comme citoyenne du monde que comme française ou comme française habitant en Suisse.
C'est tellement dommage de mettre des cases sur les personnes, comme ça, de les mettre Oui, je dans suis des cases. d'accord. Ouais. Après, on t'en met, hein. Moi, quand je suis Oui, invitée à un dîner et qu'on va dire, bon, elle veut débattre parce que c'est la française, ou elle veut parler d'idées, venez juste on mange et on passe un bon moment, mais d'accord. Ok. Mais c'est on te vrai. met dans tes retranchements. Ah oui, d'accord. Ouais, j'avoue. Moi, le problème que j'ai, c'est, par exemple, ma belle-sœur qui m'appelle avec mon mari, les petits Suisses. Mais oui, mais on n'est pas Suisse. On habite là, mais en fait, on est les petits Français quand même. Oh, Mais c'est mignon. oui, mais c'est mignon, mais quelque part, Mm. ça me dérange parce que ben, je suis pas C'est une suisse. étiquette. J'ai pas le droit ici j'ai pas de droit ici, j'ai pas de droit de voter, je peux pas prendre part à la vie en fait Mm. de la communauté. Enfin, en tout cas, voilà, avec tous les droits légaux, on va dire. Donc je suis pas suisse, mais je suis française. Mais le plus important, en fait, c'est de faire de son mieux pour le monde. Là où on est, peu importe là où on est, et on est tous sur la même planète. Ouais, après, c'est que des questions de langue, de culture. Ouais, mais elle est Et forte, la langue, elle influence tellement notre manière de penser. Elle est oui, créatrice de pensée. oui, oui, d'apprendre différentes langues, de les confronter, c'est une très grande source d'apprentissage aussi, d'ouverture d'esprit. Et, euh, et j'adore ça. Bon, pour répondre à la question, ce que t'emporterais avec toi partout, c'est la langue. Oui, oui, d'accord, c'est la langue. La langue, parce que... Tu vois, on fait un travail ensemble. oui, non, mais merci. C'est tout à fait vrai. Et j'ai commencé à apprendre dernièrement le japonais. D'accord. Et donc c'est en tandem avec une japonaise qui souhaite apprendre le français. Et c'est fantastique. C'est fantastique de voir les échanges et comment les idées passent à travers la langue. Et ce qui est magique, c'est de retrouver des expressions communes, en Ah oui? fait. Ah, t'as un exemple? Alors non, j'ai pas, je n'ai plus l'exemple en tête, mais par exemple, une expression qui pourrait être il fait un froid de canard, bah, se dirait exactement de la même manière en japonais. Ah oui? Certaines expressions comme ça qui paraissent typiques, en fait, existent exactement mot pour mot en japonais. J'ai été très surprise. Et c'est une autre particularité, c'est les jours de la semaine. Mhm, Lundi, la lune, mardi, Mars, mhm. mercredi, Mercure. Et en fait, c'est la même chose en japonais. D'accord. C'est lié aux planètes. D'accord. Et pourtant, est-ce qu'ils ont eu des liens avec la culture gréco-romaine? Forcément, Oui, forcément. je me dis forcément à un moment donné, c'était. Tu vois, les colonisations et les empires. Mais oui, mais oui, et c'est très intéressant de voir les liens qui ont été construits. Et ce qu'on garde, Oui. ce qui est valable partout, ce qui est valide, ouais. Ah, c'est intéressant. Merci beaucoup, Elodie. Est-ce que tu as préparé une citation à partager ou bien est-ce que tu penses à un film dont tu veux nous parler, qui t'a marqué? Hmm, oui, j'ai pensé à une citation. J'ai pensé à une citation qui m'a rappelé mes vacances d'été, parce que j'y repensais justement. Et, euh, et donc mes vacances d'été, c'était en Bretagne, dans un petit village, et il y avait un port dans ce village, et dans ce port, il y avait un bateau qui s'appelait Rien d'impossible. Et il s'appelait Rien d'impossible parce que le propriétaire s'appelait Monsieur Vaillant. Et donc j'ai grandi en fait tous mes étés d'enfance avec cette citation en tête, à cœur vaillant, rien d'impossible. J'adore. Tu peux en faire une blague, un gif. Merci beaucoup, Elodie. Merci à toi, Bonne Jenny. chance avec Chou, etc. Merci beaucoup. Voilà, j'espère qu'on va se recroiser dans nos projets. Ah mais c'est certain, j'en doute Merci pas. de m'avoir régalé aussi. Ce que je veux retenir de Chou, etc., c'est que tu fais une pâtisserie bio, organique, adaptée aussi aux envies des gens, aux besoins des gens. Tu essayes de pas mettre trop de sucre. Tout à fait. Voilà. On peut te contacter pour des commandes et que tu as une bonne énergie.
Voilà, prête à l'échange, au partage. Ah oui, tout à fait. Je suis là pour ça. S'il y a d'autres fans de jeux, de société, ou voilà, qui veulent débattre sur l'informatique libre. Oui, oui, exactement, je suis là. Absolument. Merci à vous, chers auditeurs, curieux des autres, intéressés par l'humain et les ressources que chacun trouve dans les situations complexes. Et à bientôt sur Franzine.